Bien, ben, bonjour Estelle Rinaudot, merci de me recevoir pour cet entretien. Bonjour Geoffrey, merci à toi. Donc je te rencontre parce que suite à la lecture de ton livre du Burnout au Light-In, publié aux éditions du Souffle d'Or. Et voilà, c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis moi, dans mon métier, j'ai l'occasion de rencontrer des personnes qui souffrent ou qui ont traversé ou qui traversent des burn-out. Et c'est vrai que je recommande largement ton livre. Après, je sais qu'il n'y a pas, il n'y en a pas tant de lecteurs que ça. Et donc, ça va être sympa de se rencontrer, de pouvoir en parler. Après, j'aimerais bien, on ne va pas forcément parler de tous les remèdes que tu présentes. Et déjà, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que il n'y a pas de panacée, il n'y a pas un remède. Voilà, il y a plusieurs choses à expérimenter pour soi, sans se décourager, sans miser sur une seule chose. Et donc, c'est quelque chose que tu montres bien dans le livre, mais qu'on laissera le soin aux auditeurs de découvrir par eux-mêmes, je trouve. Et puis, déjà le titre hein, du Burnout au Light-In, ça, voilà, déjà tu montres la lumière au bout du tunnel. Et donc je trouve ça vraiment chouette. Et déjà le titre m'a emballé, quoi. Bah, tant mieux. Et puis donc je vais te laisser te présenter. Alors donc je m'appelle Estelle Rinaudot Moreno puisque je viens de me marier. Ah oui, félicitations. Merci. Et donc je suis aujourd'hui encore, comment dire, j'ai de multiples casquettes puisque je suis entrepreneur, donc chef d'entreprise, je suis agricultrice, donc c'est une activité secondaire, auteure, conférencière. J'ai écrit donc ce premier livre et j'écris le deuxième qui traite en ce moment, qui traite du thème de l'amour. D'accord. Voilà, c'est un peu une continuité du premier, mais plus sur le thème de l'amour. De l'amour de soi, des autres. C'est plus du burn-out amoureux, si on pourrait dire. C'est une continuité du premier livre, mais sur un autre thème, en fait, sur une autre thématique en lien à l'épuisement amoureux. Donc c'est aussi basé d'une expérience personnelle qui finit bien, puisque aujourd'hui, voilà, tout va bien dans mon... Chouette, ouais. Voilà, mais c'est aussi de se dire un cheminement donc, vers l'amour de soi. Ah, ok. Qui part de l'amour de l'autre, qui est aussi intéressant, qui est essentiel, mais pour retourner à l'amour de soi. Ok. Mais ça me fait penser au Malacompagnac. Je ne sais pas si tu as vu la série Bref. Non. La saison 2. Il y a une histoire comme ça où il parle de ses amis en couple pour de mauvaises raisons. Ou avec des mauvaises personnes. Et du coup, il compare ça à un médicament qui s'appelle Malacompagnac, qui préfère être avec quelqu'un plutôt que tout seul, et pour de mauvaises raisons. Donc. Ça me fait un peu penser à ça, mais bon, enfin, je lis le livre pour voir. Oui, dès que je le termine, je ne sais pas quand. Ah bah ça. Voilà, ça c'est nous verrons. On sait jamais. Et donc voilà, donc j'ai ces multiples casquettes, ce qui peut être un peu interpellant pour quelqu'un qui a fait un burn-out, n'est-ce pas? Peur de replonger. Alors non, parce que justement ça a été l'une des compréhensions du burn-out, de comprendre que finalement le burn-out n'est pas tant de travailler trop, mais de perdre à un moment la cohérence de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'auparavant, avant mon burn-out, j'étais dans le milieu des nouvelles technologies, de l'innovation, des startups qui changent le monde, qui essayent du moins. Pourquoi changer le monde? Bonne question, exactement. Je crois que ça a été la conclusion. Et du coup, à cette époque-là, j'avais aussi de multiples casquettes, mais les projets n'étaient pas, comment dire, ils n'étaient pas cohérents les uns envers les autres. Donc j'avais un projet au Brésil, j'avais un projet en France, mais tous étaient divisés d'une certaine manière. Tandis qu'aujourd'hui, mes différents projets, c'est comme s'ils se répondaient, qu'ils étaient liés en continuité. Donc quand je suis en train de passer du temps sur l'un, indirectement, je nourris aussi les autres. Donc je pense que ça me préserve du burn-out, et parce que c'est plus la même, c'est pas le même mécanisme en fait. Voilà. Ouais, c'est là, alors qu'avant le burn-out, c'était plutôt morcelé. Voilà, c'était morcelé aussi. Et donc, oui, difficile de se retrouver. Et donc, c'est ça qui fait, c'est ce côté morcelé, peut-être. Exactement. Qui signifie l'incohérence. Quand c'est incohérent, quand finalement, parce qu'on va s'épuiser dans différents domaines, et ces différents domaines ne se nourrissent pas les uns les autres. Et donc, consomme ton attention, ton énergie. Voilà, donc on va consacrer, je ne sais pas, beaucoup de temps, et c'est à chaque fois du temps qui ne fait pas de petit d'une certaine manière en fait, parce que c'est pas,
oui, C'est n'étant un peu au jour le jour. voilà, c'est au jour le jour, et puis c'est des projets qui sont... Et alors que là, c'est des projets à long terme. L'agriculture, c'est sur du long terme. Voilà. La fondation aussi, c'est sur du long terme, j'imagine. Voilà, c'est sur du long terme. Et puis, contrairement à avant mon burn-out, aujourd'hui, je suis vraiment en train de créer un écosystème. C'est-à-dire C'est comme en fait dans les forêts comestibles, où finalement, on va avoir différentes strates. Oui. Et chaque Alors, je veux bien strate... que tu présentes un peu justement les forêts comestibles, parce que je ne connaissais Oui. pas avant de te lire. Alors, en fait, donc, les forêts comestibles, c'est un principe que j'ai découvert pendant mon burn-out, puisque j'étais couchée déjà depuis au moins 2 ans. Et j'ai dû me positionner sur la reprise de l'exploitation agricole, puisque ma mère partait en retraite. Et j'ai décidé de l'apprendre. Mais j'étais couchée depuis 2 ans, sans perspective d'amélioration. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de ce projet-là. Et j'ai commencé à faire des recherches, en fait, petit à petit. Et on a testé différentes idées. Et finalement, le jour où j'ai découvert les forêts comestibles, je me suis dit « Ah, c'est exactement ça ». Ah oui, pourquoi? Alors donc une forêt comestible, c'est simplement recréer un espace inspiré de la forêt, qui est le modèle le plus productif aujourd'hui, parce que la forêt, il y a de multiples espèces, de multiples essences, c'est productif, personne n'arrose la forêt, personne ne la taille, personne ne l'entretient, et pourtant... Elle survit et elle est résiliente plus que des espaces agricoles qui sont entretenus par l'homme. Qui sont labourés avec de la monoculture. Voilà. Oui, et donc, c'est incroyable. s'inspirant de la forêt, certaines personnes ont déjà des dizaines d'années auparavant, et même en Amazonie, on est en train de redécouvrir que les Indiens d'Amazonie plantaient déjà selon ce principe-là. Donc, c'est-à-dire de multiples strates. Donc, on va avoir les grands arbres, on va avoir les arbres fruitiers de plus petite taille, on va avoir des arbustes, on va avoir des lianes qui sont des plantes grimpantes, des champignons, des couvre-sols. Et chaque essence, chaque strate va avoir son utilité et va nourrir une autre strate. Une partie de la forêt, oui. Voilà, une partie de la forêt. Et donc aujourd'hui, moi, dans mes projets, c'est quelque part, c'est pas un choix, mais c'est comme ça que ça s'est mis en place. Je suis en train de recréer un écosystème où quelque part, chaque projet séparé a une fonction en lien avec les autres. D'accord, et du coup, tu n'auras pas à labourer, investir dans des engins et tout ça, en fait. Donc ça va s'auto-entretenir en fait. Voilà, s'auto-entretenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a quand même un peu de travail de structuration au départ. Parce qu'il faut imaginer l'écosystème. Et choisir les essences. Voilà, selon notre intention, nos envies, nos contraintes, aussi qu'elles soient budgétaires, au temps, terrain, et évidemment météo. Voilà, donc c'est un petit peu ça. L'idée de la forêt comestible. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette démarche-là, c'est que dans mes recherches, dans mes rencontres, j'ai un jour rencontré un agriculteur qui commerce beaucoup avec la Chine. Ah oui. Et lui, quand il était en Chine, il a demandé d'où venaient les meilleurs thés. Bonne question. Bonne question. Il voulait savoir si les meilleurs thés venaient des jardins cultivés ou des espaces sauvages. Ouais. Et à ton avis, que lui a répondu le négociant en thé? Je dirais des espaces sauvages. C'est ce que j'aurais pu penser moi aussi, mais il lui a répondu aucun des deux. Ah oui. Les meilleurs thés viennent des jardins oubliés. Donc qui ont été des jardins agricoles travaillés par l'homme. Voilà, puis abandonné. Voilà, donc en fait, alors c'est pas abandonné. Des jardins oubliés, ce sont des espaces qui sont créés donc par l'homme, organisés par l'homme et laissés à la nature. Parce que la nature, en fait, c'est une collaboration, c'est une co-création avec la nature, où quelque part, chacun, les hommes d'un côté et la nature de l'autre, vont apporter ce qu'ils savent faire de mieux. D'accord. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on dit que la nature est abondante, que la nature, bien évidemment, elle peut tout sans nous. Mais quelque part, cette réponse, je me suis dit, tiens, finalement, c'est beau de se dire que les meilleurs thés viennent d'une co-création entre les deux. C'est-à-dire que l'homme peut aussi créer quelque chose de beau en lien avec la nature et pas, la nature toute seule, elle ferait bien mieux. Non, le meilleur vient de cette co-création entre l'homme et la nature. Et j'ai trouvé ça très beau et quelque part très, inspirant, mais surtout encourageant.
Se dire qu'on a aussi notre place. Que la nature de l'homme n'est pas forcément que destructrice, quoi. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ça me rappelle un peu dans la Bible, Jésus, on le prend pour un jardinier quand il ressuscite. Puis il y a l'histoire du jardin d'Adam et Ève. Donc il y a vraiment quelque chose qui résonne à travers ce best-seller qui a 2000 ans quand même. Oui. On y croit ou pas, c'est quand même... C'est vrai que c'est un best-seller. Ouais, qui laisse une trace. Hein. D'accord, ouais, donc ce serait... Ouais, donc c'est cette co-création avec la nature, entre l'homme et la nature, qui donnerait le meilleur thé finalement. Exactement. Et du coup, c'est forêt comestible. C'est un peu cette intention-là, du coup. Voilà, donc c'est cette intention-là de créer des espaces. Et alors pourquoi une forêt comestible? Parce que quand j'étais en plein burn-out, je ne pouvais pas faire. Et surtout, on perd confiance en soi quand on est dans ses capacités à faire. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on passe une phase, on passe une phase où on ne sait pas si demain ou la semaine prochaine on va tenir debout. Donc ça veut dire que quand on doit prendre un rendez-vous pour le travail, quand on va faire quoi que ce soit, on ne sait pas si on va pouvoir vraiment assurer. On ne sait pas si on va pouvoir assurer ou pas. Donc ça, c'est quand même très déstabilisant. Et donc, l'avantage de la forêt comestible, de ce modèle-là d'agroécologie, on va élargir à l'agroécologie, c'est de se dire que si demain je suis bien, tout va bien, je peux sortir, je peux faire ce que j'ai à faire dans mon jardin, dans la forêt. Et si, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas m'en occuper pendant 6 mois, eh bien, je ne perdrai pas tout. La nature va continuer à s'enrichir, à faire son œuvre, et tout ira bien, en fait. Tandis qu'aujourd'hui, dans l'agriculture traditionnelle, si un agriculteur ne peut pas faire ce qu'il y a à faire quand il faut le faire, il perd toute sa récolte de l'année. Parce que souvent, c'est des monocultures, et donc du coup, c'est un produit, et c'est très cadré. Il faut que ce soit sec pour semer. Voilà. Il y a plein de contraintes. Il y a plein de contraintes qui sont contre nature. C'est aussi ça que j'ai pu redécouvrir pendant mon burn-out. Parce que pendant mon effondrement, j'ai eu la chance de me retrouver dans un lieu en pleine nature. Donc il y a des gens qui sont en pleine ville, c'est leur parcours. Moi, j'étais en pleine nature. Et ce qui me faisait du bien, c'était la nature. Oui, c'est-à-dire le calme. Être dehors, le calme, le silence. Le vent, le silence. Le silence. Il y a des personnes qui ont besoin de parler. Moi, j'avais besoin d'être en silence. Surtout dans ta vie d'avant, le silence, il n'y en avait pas trop. Non. Non, pas vraiment. Et donc là, vraiment d'écouter le bruit de l'univers, ce silence. Et cet état méditatif induit, parce que de toute manière, on n'a pas le choix, en fait. On ne peut plus penser, donc on est là. Et d'être dans la nature. Et finalement, quand j'étais dans ces moments-là où j'étais dans la nature, que je me promène ou que je sois simplement assise à regarder les feuilles tomber, je me sentais bien. Et je me sentais pas malade, en fait. Donc c'était des moments un petit peu hors de mon burn-out, où tout allait bien pendant quelques minutes, quelques heures. Et donc, c'est ces moments-là aussi qui m'ont nourri. Et c'est dans ces moments-là que... contemplative, en fait. De beaucoup de contemplation. Et quelque part, le lighting, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que pendant quelques minutes ou quelques heures, tu vas te sentir bien. Et en santé, malgré le fait que tu ne tiens pas debout. Donc, c'est aussi d'identifier ça et d'aller vers ce qui nous met en vie. Ce qui nous reconnecte à cette foi, à cette lumière intérieure, alors que d'un point de vue extérieur, rien n'a encore changé, parce que quand on fait un burn-out aussi grave que le mien, il faut beaucoup de temps pour que le corps retrouve son équilibre. Oui, c'est ce qu'on disait, qu'il y a différents burn-out. Il y en a où on récupère au bout d'1 an, et en moyenne, d'après la sécurité sociale, il me semble que tu mets dans le livre que c'est 3 ans qui est prévu comme temps de récupération. Alors, selon l'assurance maladie, c'est 3 ans en moyenne d'incapacité de travail pour le burn-out. Donc, il y a ceux qui seront un petit peu plus, ceux qui seront un petit peu moins. 3 ans, je trouve que c'est pas mal. Moi, dans mon livre, j'ai rajouté toute une partie du journal intime, tu vois, pour expliquer dans quel état on se retrouve et combien de temps ça dure. Et c'est très précieux d'avoir ce témoignage un peu en direct. Parce qu'on ne sait pas sinon. Ça permet de cheminer avec toi à travers ton burn-out. C'est vraiment chouette, ça fait vraiment quelque chose un élément très pragmatique, au-delà des réflexions qui sont inspirées et que tu partages. Du coup, ça fait vraiment un autre récit dans le récit, quoi. C'était important pour moi de vraiment partager, mais dans quel état est-ce qu'on se retrouve ? Parce qu'on parle de burn-out, tout le monde parle de burn-out, comme on parle de lâcher prise, mais... mais ça reste théorique pour la plupart des personnes. Voilà.
Donc quand on vous dit faut lâcher prise, oui, merci. Je lâche prise. Rien n'a changé. Si j'ai pas lâché jusque-là, c'était pour une bonne raison. Oui, voilà. Il ne suffit pas d'entendre ça pour. Donc c'est qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et par exemple, moi mon burn-out a été très instructif, c'est aussi un chemin initiatique. Oui, totalement, ouais. Parce que moi, depuis très jeune, j'avais appris, notamment que nous avions différents corps, un corps énergétique, un corps vital, un corps physique, un corps... Et j'y croyais. Je veux dire, je ne peux pas dire que j'y croyais pas, j'y croyais. Mais je ne l'avais pas vécu. Tandis que quand on est dans le burn-out, on se rend bien compte qu'on a un corps physique qui est à 5%, un corps émotionnel qui est peut-être à 20%, un corps vide. Et là, tout d'un coup, on a toute cette richesse, ces différentes enveloppes, on les comprend, on les perçoit parce qu'on les vit à travers nos propres cellules. Et donc là, on n'est plus du tout dans l'ordre de la compréhension intellectuelle, c'est une expérience. C'est une expérience, voilà. C'est un peu comme une connaissance. Étymologiquement, il me semble que c'est naître avec. Et là, c'est par cette expérience corporelle que tu as cette connaissance finalement de ce qu'est la vie quelque part. La vie humaine, un peu inféodée, un peu soudée à son corps et dépendant de son corps, quoi. J'aime bien là, quand tu dis, c'était page 88, quand tu dis le corps lâche en eau calme et pas en pleine tempête. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup avec les patients en fait. C'est le week-end, on a mal à la tête, au début des vacances, on se bloque le dos. C'est vrai, c'est intéressant ça. Je ne sais pas toi par rapport à ta pratique, moi c'est ce que j'ai pu constater d'un point de vue absolument pas scientifique, mais de se dire que voilà. C'est quand le corps est poli, il attend d'avoir de la place. Exactement. Pour s'exprimer quoi. Et si on est un peu obnubilé, après je pense que le cerveau il focalise beaucoup. Et quand il focalise plus sur une tâche, alors il peut être disponible pour percevoir un dysfonctionnement, quoi. Après, voilà, c'est qu'une idée, ça n'engage que moi. Mais... Oui. Et puis le côté de journal aussi, j'y reviens parce que je trouve qu'il y a quelque chose qu'au fur et à mesure des jours dans le journal, il y a quelque chose où tu chemines vers... il y a une expression comme ça qui dit qu'à la racine du personnel, on touche à l'universel. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre, j'ai trouvé dans les passages avec le journal, quoi. Tant mieux, je suis contente que ça t'interpelle. Après, il est écrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et j'ai vraiment pu comprendre ça, parce que c'est-à-dire au fur et à mesure où je me comprenais moi, et mes processus, en fait, ce qui se passait dans mon corps, au fur et à mesure où j'arrivais à mieux comprendre les autres qui m'entouraient. Voilà, Et ça nous mène aussi vers un degré d'amour beaucoup plus élevé, que ce soit de soi ou de l'autre, parce que quelque part on arrive à mieux comprendre, à mieux appréhender ce que va vivre une autre personne, parce qu'on sait ce qui se trame à l'intérieur de cette autre personne. Cette expérience de la souffrance qui va nous donner aussi accès à l'empathie finalement. Exactement. Donc ça permet plus d'empathie, plus de compréhension et une meilleure réponse face à l'autre, en fait. C'est-à-dire quelque chose de plus juste, Voilà. Tu vas pas lui dire lâche prise. Voilà. Mais donc ça c'est important. Et le burn-out, ce qui est aussi intéressant, c'est notamment dans le début de mon livre, dans les premières pages, j'avais écrit, parce que j'ai eu une personne qui m'a relu. Voilà. Et on a tous besoin. Voilà, d'une personne qui ne connaissait pas mon histoire, qui n'était pas ma mère, qui lisait ça sans émotionnel. Voilà, sans émotionnel. Et du coup, elle m'a fait une remarque qui m'a interpellée. À un moment, j'écris, je suis en feu et pourtant je suis éteinte. Et elle me dit, c'est pas possible. Je lui dis, oui, je veux bien croire que d'un point de vue littéraire, c'est pas forcément une évidence, mais c'est pourtant le paradoxe que je vis, que l'on vit dans le burn-out. C'est-à-dire qu'on est en feu à l'intérieur, on brûle, et pourtant on est complètement éteint. Et ça a été le départ d'un grand nombre de paradoxes. Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a à l'intérieur la lumière et l'ombre, constamment. Et en quelques secondes, on va passer de l'un à l'autre. Et puis le chemin, la sagesse, c'est d'essayer de comprendre comment passer vers la lumière et comment choisir d'aller vers la lumière. Parce qu'on peut aussi, certains jours, choisir d'aller dans l'ombre. Et c'est OK. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être de bonne humeur. Et voilà. On n'est pas des robots. Exactement. Donc on veut se mettre une musique Céline Dion et pleurer toute la journée.
On peut. Mais, oui. Voilà, mais d'avoir cette conscience, en fait, cette perception de ce qui nous anime, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un peu comme on peut être, comme tu étais consumé, un peu, hein, à la fois éteinte et cette sensation de feu, quoi. Et oui, il y a vraiment quelque chose, voilà, comme ça avec ce burn-out, hein, c'est aussi ce feu incontrôlé. Je trouve que ça évoque, je sais pas la définition exacte en anglais d'ailleurs de burn-out. Ce feu dehors, un peu, ça évoque quelque chose qui n'est pas contrôlé, quoi. Oui, c'est quelque part comme c'est le feu qui sortirait peut-être. Je n'ai pas pensé à la définition en anglais, mais ça pourrait être ce feu qui va de l'intérieur vers l'extérieur, ce feu qui se consume de l'intérieur vers l'extérieur. Et il n'en reste plus pour nous finalement. Ouais. Ouais, et tous ces paradoxes. Mais le feu est aussi purificateur. C'est aussi un élément qui va purifier l'être. Et quand on passe par une telle purification, c'est aussi parce qu'il y avait matière à purifier. Oui. Donc, et c'est ça qui est aussi interpellant. C'est parce que moi, quand j'ai fait mon burn-out, il me semblait que j'avais une vie tout à fait saine, cohérente. Et donc, voilà, c'est vraiment... Mais le burn-out, ça a été vraiment un révélateur de mon côté alchimique. Et c'est presque une épreuve alchimique, puisqu'on est transformé par le feu, de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Hein, quand on le vit, on se dit pas ça. Hein. C'est seulement après. On se dit pourquoi. Voilà, pourquoi. Et puis, quand ça s'arrête. Hein, mais c'est très intéressant. Ah oui, je ne sais plus qui c'est qui me disait que l'ombre, c'est que la lumière retournée. Et voilà, je trouve que ça illustre bien ces paradoxes, et c'est aussi une façon de voir les choses. Souvent. J'aime bien, c'est une phrase de Damso dans une de ses chansons qui dit que la vie c'est juste une façon de voir les choses. Exactement. Et c'est vrai que c'est difficile de voir l'opportunité quand notre corps nous lâche. Mais voilà, c'est l'avantage de traverser ça. Et après, ça nous permet de prendre du recul. Et puis sur le feu, de toute façon, il y a toutes ces histoires de marcher sur des braises de feu. Il y a vraiment, le feu est souvent utilisé dans toutes les épreuves initiatiques qui manquent bien dans notre société actuelle. On n'a plus du tout de rituel comme ça, où un jeune adulte va être livré à lui-même pendant quelques jours et puis revenir avec tous les autres qui le considèrent comme un adulte. Là, on a surtout l'impression qu'on a une génération de parents qui veulent garder leurs enfants des enfants, et les enfants qui s'y complaisent à merveille. C'est vrai que ça, ce serait... Enfin, il y a des choses qui existent pour revivre des rites initiatiques. Et sinon, je voulais parler aussi un peu de l'histoire de ta famille, rapidement, parce que du coup, il y avait pas mal... tu as une grand-mère qui était très impliquée dans la résistance. Arrière-grand-mère, oui. Arrière-grand-mère, oui. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en plus en France, quand il y a eu quelqu'un un aïeul dans la résistance, ça génère des descendants qui sont assez résistants. Oui. Un peu trop. Un peu trop, oui. Un peu trop, jusqu'à pousser comme ça, quoi. Oui. Puis, du coup, quand tu l'as évoqué, c'était dans quelle intention, toi? Parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Quand je l'ai évoqué dans le livre. Ouais. Alors, je ne sais plus comment, je l'avais évoqué, je pense, dans le cadre de mon travail en psychogénéalogie, que je fais avec Édouard et Judith van den Bogart, qui est aussi très intéressant, qui m'a permis d'apporter beaucoup de lumière sur différents points de mon histoire et de ma généalogie. Mais je crois que la plus grande compréhension en lien avec mon arrière-grand-mère, et ça a été mon changement de posture qui a eu lieu pendant mon burn-out, grâce à mon burn-out, entre avant et après. C'est-à-dire que, bien évidemment, ayant des cellules de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère en moi, j'ai toujours été un petit peu résistante d'une certaine manière. Aller au front, me battre, là où les gens sont indifférents ou ne disent rien. Moi, j'avais ça en moi, ce feu qui me poussait à aller au combat. Et c'est très bien, et ma mère aussi, et voilà. Mais pendant mon burn-out, on est vraiment... on nous dépossède de notre capacité à lutter par le corps et par le physique, d'une certaine manière. Un ressort. Un ressort. Mais ça m'a aussi permis de comprendre comment atteindre quelque part mon objectif sans passer par la lutte.
Parce que la lutte, donc la résistance a mené mon arrière-grand-mère finalement. à un assassinat. Mm. Donc, il y a ces mémoires de violence sur la femme dans ma famille. Et quelque part, mon burn-out m'a permis d'évoluer, de dire ok, très bien, je pourrais répéter l'histoire et continuer à me battre, mais mon burn-out m'a permis de comprendre comment faire tout aussi bien, voire mieux. Et autrement, autrement. De t'extraire de ce conditionnement, entre guillemets. Exactement, de m'extraire de ce conditionnement. Et c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tous ceux qui essaient de monter au front pour une justice qu'ils considèrent, pour quelque chose qui leur semble juste, ils sont tous très très attaqués aujourd'hui. Plus, à mon avis, qu'il y a peut-être des dizaines d'années. Non, je sais pas. Je sais pas, mais on est vraiment. Coluche, on sait, je sais pas trop. Tu vois. Oui, il y a beaucoup de personnes qui. Balavoine, on sait pas trop. Qui ont été suicidées. Voilà, Bergovois aussi. Voilà, donc c'est vrai, il y a toujours. Et dès que quelque part, bon, eux, ils étaient encore aussi un petit peu dans la politique, mais dès qu'on essaie quelque part mon arrière-grand-mère aussi était d'une manière dans la politique malgré elle, parce que c'était la guerre. C'est le contexte extérieur qui a fait qu'elle a œuvré comme ça. Et quelque part, mon burn-out a été une libération et un cheminement, un avancement, une transformation, en me disant tu peux œuvrer pour la société, pour le bien de tous, sans faire pareil. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, de toute manière, moi, pendant le Covid, quand les gens allaient manifester, tout ça, même si je n'étais pas d'accord, je ne tenais pas debout. Donc, je n'aurais pas pu faire... Et aujourd'hui encore, j'ai un peu de mal quand je me retrouve dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'interactions, parce que je ne suis plus comme auparavant. Donc, aller manifester... Porté par cette effervescence. Par cette effervescence, même si je trouve ça très bien, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'y aller, parce que mon corps ne réagit plus comme auparavant. Mais ça me pousse aussi, ça m'a poussée à comprendre qu'il y avait un autre chemin. Voilà. Et cet autre chemin est le chemin de l'amour. Et le chemin de la réalisation. Et le chemin de Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et ce que j'ai pu comprendre aussi, parce qu'auparavant, avant mon burn-out, je voulais changer le monde, justement avec les startups. Et finalement, nous ne sommes pas là pour changer le monde. C'est un gros fardeau que d'essayer de changer le monde, enfin, pour une seule personne. Nous sommes là pour essayer de changer notre monde. Et d'essayer déjà d'impacter notre vie, nos voisins, notre mari, nos enfants, notre mère. Ce que tu dis sur l'amour, c'est vraiment ça. C'est aussi de l'amour propre, de respecter ses limites, ses désirs, et ce que son corps nous propose aussi comme limite. Je trouve que c'est vraiment important de commencer par soi en matière d'amour. Exactement. Pour pouvoir après être disponible pour ce qu'on aime aussi en retour. En matière d'amour et en matière de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a un moment où arrêtons d'être comme tous ceux qui nous gouvernent et qui veulent aller faire la paix dans d'autres pays, tandis que dans notre propre pays, c'est le bordel. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment, nous sommes pareils. Soyons souverains dans notre propre corps et commençons déjà par là. Et finalement, en essayant de se remettre un petit peu d'équerre nous-mêmes, on impacte le reste du monde. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qui nous libère aussi de cette pression de la résistance, de partir en guerre de ci, de là, parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace quand le changement passe de l'intérieur. Tout à fait, passe par l'intérieur et se répand vers l'extérieur, et rayonne vers l'extérieur. Autour de nous, Voilà. Et quand on est sur ce chemin-là, on a aussi, c'est comme si la lumière traçait un chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué, mais ça veut dire que quand on arrive à garder notre alignement, ce qui est un exercice tous les jours, de tous les jours, quand on y arrive, en fait, la lumière nous ouvre le chemin et nous protège. Et on arrive à rester en cohérence, peu importe l'incohérence ambiante. Et c'est ça qui est fascinant. Oui, il y a quelque chose, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que quand on est libre, on n'a plus le choix. Parce que ça s'impose à nous, on sait ce qu'on a à faire. Et exactement. On ne tergiverse pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans cette image de lumière devant soi. Ça m'évoque vraiment ça. Et c'est vrai que quand on écoute un peu ses intuitions, ses sensations, ses ressentis, ça devient évident et limite ça tiraille après. Parce qu'on sait ce qui est juste et on essaie de négocier quand même. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis là. Oui. On encore de négocier. Mais après, c'est chacun. Il y a aussi savoir ce qui est juste, savoir que c'est notre objectif, mais aussi être, honnête sur le fait qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable ou qu'on n'en a pas encore envie. Voilà, tout simplement. Mais de se dire, ok, c'est ça que je veux.
mais je ne suis pas capable aujourd'hui d'alimenter ma maison juste avec des énergies renouvelables. Donc en attendant de... Et c'est aussi d'avoir cette honnêteté-là, en fait. Oui, sans culpabilité. Sans culpabilité. Surtout. De faire de son mieux, et puis après, par le biais des synchronicités, vont arriver les solutions au bon moment. Et oui, tout vient à point. Exactement. Mais encore faut-il avoir l'objectif, l'envie, l'intention. Qui est quand même bien posé aussi. Et l'honnêteté de se dire, ok, c'est telle est mon intention, mais aujourd'hui je n'y suis pas, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Oui, voilà. Puis quelque part avoir la foi en attendant, en gardant son cerveau un peu focalisé sur son objectif patiemment. Ouais. Et il y avait aussi, par rapport à ses intuitions et tout ça, il y a un moment où tu parles pas mal de respiration bloquée. Et je trouve que la respiration, c'est vraiment un curseur que quand on peut souffler, se relâcher, on est au bon endroit. Oui. Alors que sinon... Alors moi, c'est avant mon burn-out, les années qui ont précédé mon burn-out, c'était vraiment à ce niveau-là, ça va être le diaphragme. Tu vois, c'est le diaphragme qui était souvent comprimé, compressé. Et quand on est une femme, il y a un autre facteur que moi je trouve limitant, c'est le soutien-gorge. Parce que souvent, le soutien-gorge nous met une pression ici qui nous enferme et qui nous empêche de respirer librement. Alors, toutes les femmes n'auront pas la même perception, mais moi, c'est celle que j'ai pu avoir. Et donc, il y a cette respiration où, quelque part, on oublie de respirer, où on ne respire pas bien et on se sent... Ah oui, mais il y a beaucoup de personnes, surtout celles qui sont beaucoup sur l'ordinateur, comme tu devais être avant ton burn-out. Oui. On a tendance à être focalisé sur l'écran et à se projeter dans l'écran et à plus être dans son corps. Et je vois plein de personnes qui ont mal au cou, mal en bas du dos et qui travaillent en apnée, en fait. Quand je leur en parle, elles me disent « Ah bon ?» Et puis quand je les revois après, elles me disent « Ah oui, en fait, c'est vrai que je fais tout le temps en apnée. » Alors ça, c'est vraiment la base. Le prix Nobel de médecine 2009, c'est une médecin qui a montré qu'en faisant de la méditation 20 minutes, 3 fois par semaine, ça a inhibé la télomérase. C'est une enzyme qui aide à garder les chromosomes plus grands. Pour la santé, c'est capital. Parce que s'ils sont petits, ils se reproduisent toujours, ils se divisent. Il y a des photocopies de chromosomes tout le temps, et s'ils sont plus petits, c'est difficile à lire. Et donc il y a des erreurs et ça peut cancériser. Donc juste avec la respiration, il y a un fondamental de la santé qui peut s'installer dans le corps. Donc forcément, c'est pour ça que cette histoire de plexus, de respiration bloquée, ça m'a fait penser à tout ça en fait. Mais et ça, tu vois, moi je m'étais rendu compte avant mon burn-out que j'avais cette problématique-là. Mais je savais pas, comment dire, j'avais pas forcément le temps d'aller faire du yoga 3 ou 4 fois par semaine, ou je savais pas où aller. À l'époque, je vivais à São Paulo. Une ville de 20 millions de personnes, pourtant des options il y en avait. Mais voilà, on prend pas le temps, on se dit bah oui, il faudrait que... Oui, ça serait bien. faudrait que je fasse ça, oui. Alors là, je préviens. Mais donc voilà, donc ça c'est... Et puis là, je voulais arriver à un sujet qui est un peu plus personnel, et dont tu parles, qui arrive un peu loin dans le livre finalement. Mais quand je l'ai vu, ça a tellement résonné avec plein de femmes qui m'ont consulté. Et c'est cette histoire de d'IVG, qui, je trouve, est complètement sous-traitée, alors que c'est vraiment, de mon point de vue d'homme, j'ai l'impression que c'est vraiment un traumatisme, et qu'on vous demande d'évacuer ça, et de ne pas en parler surtout. Alors que ça laisse des traces, même dans le corps physique, et dans tous les autres corps, je pense, du coup. Et du coup, tu en parles aussi comme quelque chose qui a participé. Oui, alors ça, c'est une cause, on va dire la cause surprise. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mon livre, que j'ai cherché les causes secondaires et puis les causes premières, comme je les ai appelées, du burn-out, j'ai trouvé tout un tas de causes très intéressantes. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, j'ai démonté le mécanisme, ça y est, Et puis, pendant que je cheminais, que je terminais mon livre, j'ai fait donc mon parcours personnel de psychogénéalogie en parallèle. Des préfaciers d'ailleurs. Mes préfaciers, Édouard et Judith. C'est une préface qui est vraiment chouette et qui ouvre bien sur ce qu'on va découvrir. Oui, oui, j'ai eu de la chance de les re-rencontrer à cette période-là. Ils ont été très importants, ils sont encore importants dans ma vie. Et donc, comme j'explique, j'ai fait mon arbre généalogique
selon leur technique, donc de l'arbre minute, parce que j'ai trouvé ça génial, parce qu'en 2 minutes, en fait, on va déposer son arbre généalogique, Oui. et là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas 2 personnes qui vont faire le même arbre. Et donc, selon l'arbre, comment on va le faire, ça va parler de notre problématique. C'est comme un scanner du cerveau au jour J. Donc quand j'ai vu ça, comme je suis très curieuse, je me suis dit, non, mais je veux aller voir, parce que quand même, ils disent dans leur livre qu'il n'y en a pas 2 pareils, mais quand même, un arbre généalogique, c'est un arbre généalogique, donc je vais aller faire leur séminaire. Et donc là, j'ai été stupéfaite de voir qu'en effet, il y avait 20 personnes et 20 arbres complètement différents. Et donc, on a parlé de tout ce qui peut avoir un lien avec la généalogie, notamment des IVG. Et donc, pendant ce séminaire, Édouard, que j'avais enregistré, Édouard a parlé de l'IVG, il a été très dur sur le sujet, et moi, ça m'a rien... Très dur sur le sujet. Très dur, c'est-à-dire qu'il a répété à plusieurs reprises, oui, un avortement, c'est la plus grande souffrance que peut vivre une femme. Il a répété cette phrase à plusieurs reprises. Oui, il a besoin de l'entendre, cette phrase. Et moi, je l'ai entendue, mais en fait, elle est pas les frissons quand je dis ça. Elle est passée, elle m'a glissé dessus, je me suis dit, ça m'a rien fait. Je me suis dit, oui, moi ça m'a rien fait. Voilà. Et bon, après, il y a eu tout un contexte dans les jours qui ont suivi. La plupart des femmes que j'ai rencontrées, c'était pareil. C'est pareil? Oui, il y a comme un déni, en fait. Voilà. Et je dis bon. Et puis, en fait, quelques jours plus tard, pour un concours de circonstances, je me suis retrouvée dans un moment de grande crise. Et j'ai fait des liens, en fait. Les liens se sont faits dans mon esprit entre mon IVG, entre une partie de mon histoire dont j'explique dans le livre. Oui. Et je me suis dit, et si c'était en lien? Donc j'ai fait des recherches dans mes emails pour retrouver les dates, et c'était exactement ça. C'était exactement ça. C'est-à-dire que quel est le lien avec l'IVG et le burn-out? Ce que j'ai pu comprendre de cette époque-là, c'est qu'en fait, il y a un moment où on va, où on va avoir un comportement qui va, être... ça va nous mettre dans un comportement de travail, dans une fuite en avant par le travail. Il y a un événement traumatique, qui dans mon cas a été un avortement, qui m'a mise dans un comportement de fuite par le travail. Donc à partir de ce moment-là, le travail a pris toute la place, pour différentes raisons. Et notamment, et comme Édouard explique, on a on fait des comment il dit ça, des comment, je me souviens, il y a un terme qui explique qu'en fait, on a le cerveau se ferme sur l'événement traumatique, et donc quand on nous en parle, ça nous fait rien en fait, ça résonne pas du tout. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai compris, mais je me suis retrouvée dans un état physique, mais ça m'a dévastée pendant peut-être 15 jours ou 3 semaines, j'ai été dévastée parce que je pense que mon corps a ouvert la porte à l'acceptation que c'est cet avortement qui m'a mise, qui a participé, qui a fait que je suis rentrée dans cette boucle qui m'a menée au burn-out. Et qui a fait... Voilà, et donc j'ai compris, j'ai dû digérer, accepter, et ça a été difficile. Il y a même des moments où je me suis dit, mais je suis presque suicidaire, quoi, alors que c'est pas du tout... Mais c'est le corps qui était en train d'évacuer ça. Et donc... Et d'évacuer, c'est intéressant que tu utilises ce mot. Ah oui. Après un IVG, justement, souvent, s'il n'y a pas de travail de fait, c'est pas vraiment les cellules de l'embryon ne sont pas vraiment évacuées. Oui, alors moi, je ne sais pas dans quel corps. À l'époque, j'avais eu l'impression de faire un travail. J'étais allée me promener dans les bois tous les jours pendant une semaine. J'avais fait mes petites prières. Donc j'avais eu le sentiment de faire, quelque chose. Mais c'est comme tout traumatisme. Je pense qu'il faut les travailler à différentes époques et puis avec différents leviers. Comme si, je sais pas, si tu travailles en homéopathie, en huile essentielle, en acupuncture, chaque thérapeutique, pour moi, ça va travailler à un niveau différent. Exactement. Ouais. Et là, sur un traumatisme fort, faut bien les travailler à tous les niveaux, finalement, pour que ça bouge. Et en plus, il y a des études, c'est Elisa Boileau qui m'avait appris ça, qui a une étude qui montre qu'il y a du chimérisme materno-fœtal, où en fait, il y a des cellules du bébé qui passent dans le corps de la maman, donc qui est un peu colonisé. Et donc, c'est très difficile, je pense, pour une femme, de laisser vraiment partir cet enfant, quoi. Même si c'est qu'un tas de cellules,
au tout début, hein, on peut toujours négocier comme ça. Et c'est quand même quelque chose de vivant que vous avez porté en vous, et c'est en ça qui fait que c'est important et que ça doit être soigné comme quelque chose d'important selon moi, quoi. Vraiment, voilà. Et ça, tu vois, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a un moment, je me mettais toujours à pleurer quand je parlais de mon ancien projet qui a démarré en même temps que mon avortement. Oui. Je me disais, c'est curieux quand même que je me mette encore à pleurer quasiment 10 ans plus tard. Ah bah oui. Hein. Quand je parle de ce projet, enfin je veux dire, c'est... Et donc voilà, donc le cerveau... En plus, il y a vraiment un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Ceux qui liront le livre, ils comprendront. Mais... Voilà, on projette. Et j'ai hésité à rajouter cette cause-là dans le burn-out parce que je me suis dit, c'est pas vraiment... Enfin, moi, j'y voyais un lien, mais je me suis dit, c'est tellement intime, est-ce que mon cas est isolé? Mais finalement, je me suis dit, je vais le mettre. Ah oui, oui. Moi, quand j'ai vu ça dans le livre, je me suis dit, ah mais merci Estelle. Écoute, oui, parce que moi, je rame, et en plus, en tant qu'homme, c'est compliqué de parler de ça, parce qu'on n'est pas vraiment concerné. Bah oui. Mais d'être témoin, quand même, ça n'empêche pas d'être en empathie. Et de sentir cette souffrance, en plus, qui est un peu dans le déni, qui est un peu écarté d'un revers de main, alors que moi, quand je travaille, je la sens vraiment, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me touche finalement. Et c'est super, je trouve que tu aies fait ce lien, comme ça a pu être un déclencheur pour ce cataclysme qu'est le burn-out, quoi. Je pense que ça concerne beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et alors, dans mon cas, ça a été un avortement. Mais ma question, et c'est une question ouverte à tous ceux qui vivent un burn-out aujourd'hui, c'est d'essayer de se poser la question, y a-t-il un événement traumatique déclencheur du comportement qui nous a mené chacun au burn-out? J'ai pas la réponse et j'aimerais bien avoir d'autres témoignages. Ah bah ça, n'hésitez pas à témoigner, ceux qui écoutent, pour nous faire remonter un peu des infos, qu'on ait un peu de matière, parce que tu vois, on en parlait avant l'interview, c'est que finalement, tu avais rencontré un psychiatre ou des psychologues qui disaient qu'ils n'avaient pas vraiment été formés, que c'est quelque chose d'une pathologie qui est quand même nouvelle. Et pourquoi est-il si difficile de devenir soi? Pourquoi est-il si difficile de devenir soi? Je pense que c'est parce que nous avons bien évidemment des conditionnements extérieurs et il y a beaucoup de bruit, en fait. Il y a beaucoup de bruit extérieur qui nous empêche de nous écouter nous-mêmes. Ce week-end, j'ai revu une conférence de Marc Vella, je ne sais pas si tu le connais, le pianiste nomade. Et lui, il dit... selon sa compréhension du monde, que au commencement était le verbe et que pour lui, le verbe était ouïr. Ah oui. Écouter. Et je crois qu'il y a tellement de bruit qu'on n'arrive plus à écouter ni notre propre cœur, ni ceux qui nous entourent. Et donc c'est difficile d'être soi parce qu'on a tout ce bruit ambiant qui nous empêche d'entendre, en fait. Ce qui est essentiel... Ce qui est essentiel, d'ouïr notre cœur. Merci, c'est ce qui me vient. C'est chouette. Et puis, j'aime aussi quand tu dis qu'en créant, nous devenons vivants, nous faisons ce pourquoi nous sommes nés. Et c'est vrai que ça me rappelle une citation attribuée à Abraham Maslow, qui dit que pour être en paix avec lui-même, le peintre doit peindre, l'écrivain écrire, ou le poète écrire. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce que je retrouve vachement, ce que je retrouve beaucoup avec les patients, en fait. Ce côté de ne pas être juste des outils dans un travail, gagner de l'argent, et même dans ses fonctions familiales un peu. De vraiment dépasser ça et d'oser faire quelque chose qui ne sert à rien. En fait, c'est vraiment peut-être là qu'il y a quelque chose d'essentiel, je trouve. Oui, et tu vois, j'ai découvert donc, pendant mon burn-out le saint Don Bosco. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un saint italien de Turin. Donc j'ai lu son... Alors c'est peut-être pas l'autobiographie, je ne suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait écrite, mais sa biographie. Et dedans, il explique que lui, il se levait le matin avec une liste de choses à accomplir et que bien souvent, le soir, il se couchait épuisé après avoir aidé tout un chacun et réalisé 20% de ce qu'il avait à réaliser. Ah oui, oui. Et je me dis, si même les saints du 19e siècle n'arrivent pas à réaliser leur to-do à la fin de la journée, c'est bon, c'est que... C'est rassurant, C'est rassurant. Mais quelque part, c'est aussi de se dire, j'ai ce que je pense être mes objectifs et il y a ce que la vie va m'apporter. Mais ça va être ma réponse, est-ce que je vais être ouvert à l'autre
et quelque part être dans l'accueil de la vie et de l'autre, ou est-ce que je vais rester fermée et centrée sur mon petit moi? Et donc quand on est dans cet accueil, dans cette ouverture à la vie et à l'autre, bien évidemment on ne va pas forcément là où on avait prévu d'aller tous les jours, mais on est sur le chemin de l'univers, sur le chemin divin, et c'est là qu'on va se sentir utile. C'est là qu'on va se sentir à sa place. C'est là qu'on va sortir justement de cette posture de robot, parce qu'on va vivre notre humanité. On va incarner notre humanité. On peut faire confiance à notre corps pour nous freiner si ce n'est pas le bon chemin. Exactement, faire confiance à notre corps ou à l'univers. Oui. De toute façon, ils sont un peu indissociables. Il y a vraiment une continuité, de toute façon. Je ne sais plus qui disait que de créer le verbe nature, c'était vraiment une connerie assez phénoménale, parce que du coup, ça nous dissociait, nous, de la nature. Créer le verbe nature. Le mot nature, en fait, nous, on est en continuité. Avec la nature, on respire, la peau, elle est pleine de pores, il y a plein de choses qui nous traversent dans la nature. Donc, de créer le mot nature, c'est un peu nous en dissocier, et c'est ça, après, qui engendre le gros délire de coloniser, tirer des matières premières, tout brûler. De polluer. Voilà. Oui, parce que nous nous voyons séparés de tout et de tout un chacun, alors qu'en fait, nous sommes tous liés à des degrés plus ou moins forts. Voilà. Et ça, c'est aussi... C'est souvent, par exemple, des astronautes qui en prennent conscience, quand ils rentrent, ils ne veulent même plus marcher sur de l'herbe, parce que quand ils ont été si loin, ils voient la fragilité de notre planète et de la vie qu'elle abrite. Du coup, ils reviennent, ils sont super écolos. La fragilité, mais aussi la force. Quand on voit la force d'un brin d'herbe qui est capable de pousser sous des tonnes de bitume en pleine ville, ou les temples abandonnés qui sont reconquis par la nature, je me dis, voilà, c'est un brin d'herbe sacrément fort. Et c'est pas la même échelle de temps. Oui. Nous, on est un peu dans une précipitation, alors que la nature, elle est là, elle est tranquille, elle fait toutes les choses. Tout arrive à point, quoi. Exactement, mais c'est aussi ça que nous avons à apprendre. Oui. Nous reconnecter au rythme lent et comprendre. Et c'est ça aussi que le burn-out vient nous enseigner. C'est-à-dire qu'avant le burn-out, on est dans le faire et on est dans le « je veux tout vite, vite, vite ». Après, on ne peut plus faire, donc on est dans l'être, et c'est l'être qui va mener à la réalisation, à l'accomplissement. Et on est obligé de lâcher prise, d'ouvrir, d'accepter que nous ne sommes plus maîtres du temps. Voilà, et d'accepter aussi que c'est pas parce que je n'ai pas ça demain que je ne l'aurai pas au moment prévu, dans un an. Mais le chemin sera probablement indirect parce qu'il va être via le biais des synchronicités. Et les synchronicités, ça peut être, on se prépare inconsciemment et paf. Oui, mais tu insistes bien sur ce fait de se préparer inconsciemment, il faut quand même le vouloir, le désirer, l'imaginer. Avoir une posture intérieure, en fait, qui nous prépare et le porter en soi, nourrir en soi ce que l'on souhaite, cet idéal sur tous les piliers, émotionnel, personnel, professionnel, physique, pour se dire, voilà, je nourris ça en moi et l'univers m'amènera. Et après, il y a une foi aussi, une confiance à avoir. Et cette confiance, elle est nourrie petit à petit quand on se rend compte que l'univers répond. Oui, et puis par les expériences, je trouve, à force un peu d'expérimenter la vie, je trouve que ça, quand même, ça vient une évidence, quoi. Après, bon, moi, dans mon cas, avec mon travail, je suis bien obligé d'imaginer qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, quoi. Si j'imagine que c'est moi qui soigne... Du coup, je vais déprimer quand j'ai pas de résultat. Limité, non Oui, alors que là, d'être juste un soutien, un point d'appui, on a plutôt l'impression de vivre dans un monde où il y a peu de limites, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut un timing. Et justement, une question que je pourrais te poser, ce serait de savoir, dans les personnes que tu vois qui ont un burn-out, as-tu vu des similarités dans les problèmes physiques qu'ils ont pu avoir? Est-ce que, par exemple, toutes les personnes qui font des burn-out ont, je sais pas moi... les cervicales coincées ou un problème au genou gauche. Non, j'aurais du mal à synthétiser ça comme ça. Oui. D'accord. Parce que moi, je vois chaque personne, vraiment, je vais chercher son unicité et l'unicité de l'organisation, de l'adaptation de son corps pour gérer cette désadaptation. Alors, je ne raisonne pas du tout. D'accord. En pathologie, en se disant, tiens, tous ceux qui ont des burn-out, c'est curieux, ils ont tous... Oui, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je n'ai jamais mis le focus là-dessus. D'accord. Je pense qu'il y a vraiment dans le burn-out et en lien à
ton métier, cette reconquête du corps. Ah oui. Vraiment, le burn-out est là pour nous couper du mental et nous ramener au corps. Oui. Et donc, c'est vraiment une reconquête du corps, de ses sens, de se dire comment est-ce que je sens, comment est-ce que je vibre, comment va mon corps, mes organes, tout ça. Il y a vraiment comment dire, une amitié à retrouver avec son corps. À notre époque, mais tout à fait. Voilà. Surtout, on a un héritage judéo-chrétien où le corps, c'était la honte, la chair, c'est le péché. Je trouve ça habite. En fait, mais c'est vrai que j'en ai même pas parlé parce que c'est tellement l'évidence pour moi. Je retrouve ça un peu chez quasiment tout le monde. Où on a imprégné de cet héritage où le corps, il faut le cacher. Voilà. Alors que non, en fait, c'est lui qui porte notre vie, qui est au service de la vie, ouais. Oui, le burn-out, c'est clair que ça ramène ça, ouais, ce corps qui a été un peu mis de côté, caché, alors qu'en fait, c'est ce qu'on a de plus beau, limite, moi, je trouve. C'est ce qu'on a de plus beau, c'est vraiment un temple qui est là comme un guide, qui est comme une maison et en même temps un guide. Un véhicule. Et c'est lui qui nous permet d'aimer, en plus. Exactement. Et du coup, de commencer par s'aimer soi-même, d'aimer ce corps, même s'il est trop gros, trop maigre. Et d'en saisir un peu le sel, c'est vraiment fondamental, ouais, je trouve, à notre époque. Et pour ça, je trouve que c'est important, comme tu disais, d'essayer d'aller sur le chemin du burn-out au lighting ou d'autres chemins, vraiment d'œuvrer avec différentes techniques, différentes thérapies qui vont aussi inclure le corps, comme l'ostéopathie. Moi, comme j'explique dans mon livre, j'ai été suivie par différents ostéopathes pour bénéficier de différentes techniques. Oui, on travaille tous différemment. Voilà, et donc de dire vraiment, et ça a été une grande aide pour moi. Ça, et puis d'autres personnes, donc vraiment se dire comment est-ce que mon corps va pouvoir m'aider aussi. Comment est-ce que je vais pouvoir l'aider? Comment est-ce que lui va pouvoir m'aider? Comment est-ce qu'une tierce personne qui va servir d'intermédiaire entre le divin va pouvoir m'accompagner sur ce chemin-là? Donc je pense que c'est essentiel pour les personnes qui vivent un burn-out. Et puis on a besoin aussi d'oser demander. C'est pas toujours évident. Oui. Moi, je vois plus de femmes que d'hommes au cabinet et beaucoup de femmes qui me disent je dis à mon mari de venir vous voir, mais ça c'est un peu comme la caricature de l'homme qui est au volant et avec sa femme à côté qui dit on est perdu, on peut demander à telle personne, et l'homme qui dit non, je vais trouver, je suis perdu. Nous les hommes, on a trop tendance à être comme ça, quoi. Dès qu'il y a un soupçon d'impuissance, voilà, c'est pas possible. Oui, non, alors que ce corps, il suffit d'en prendre, il suffit d'en prendre soin. La maladie, ça existe quand même, mais. Oui, mais il y a des facilitateurs qui sont là aussi pour nous aider, comment dire, pour nous aider à retrouver cet équilibre. Confortable. Donc ça, c'est important aussi de se faire accompagner sur tous les niveaux, mais notamment le niveau physique, parce que c'est le corps qui est vraiment touché dans le burn-out. Merci beaucoup, Estelle. Merci, Geoffroy, pour cet échange très enrichissant. Et puis, merci pour cet amour que tu as mis dans la lecture de ce livre et dans la préparation de cet entretien.